Chers collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre des travaux de la mission d'information sur le viol, pour laquelle Sophie Oconi et moi-même sommes co-rapporteurs, nous avons le plaisir de recevoir M. Gérard Lopez, psychiatre, président de l'Institut de victimologie, vice-président du Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale. Madame Muriel Salmona, psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et victimologie, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Monsieur Gilles Lazimi, médecin généraliste au Centre municipal de santé de Romainville, maître de conférences en médecine générale à l'Université Pierre et Marie Curie, membre du HCE. Leur expertise nous permettra d'aborder le sujet de la prise en charge médicale des victimes de viols et de violences sexuelles. Je tiens, mesdames et messieurs, au nom de tous les membres de la délégation, à vous remercier chaleureusement pour votre présence ici parmi nous aujourd'hui. Notre délégation aux droits des femmes a choisi de faire des violences faites aux femmes, et notamment des violences sexuelles qui ne concernent évidemment pas seulement des femmes, une priorité. Nous avons aussi auditionné, dans le cadre de cette mission d'information sur le viol, des professionnels de justice et de police sur le traitement judiciaire des viols, ainsi que des acteurs associatifs. Nous avons également réalisé un certain nombre de déplacements avec Sophie Oconi. Nous étions d'ailleurs hier à Bordeaux, où nous avons pu notamment visiter le COVA, qui est une instance assez emblématique et dont j'imagine peut-être que vous allez nous en parler. Nous avons souhaité organiser cette rencontre afin de mieux cerner les enjeux et les difficultés rencontrées par les professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge à court et à long terme des victimes de violences sexuelles. Le COVA, dont je vous parlais à l'instant, le Centre d'accueil d'urgence des victimes d'agression du CHU de Bordeaux, était en effet un lieu qui permet justement, à travers un certain nombre d'initiatives, notamment en médecine légale, de permettre une meilleure prise en charge des victimes. Chaque année, ce sont 100 000 adultes qui sont violés en France, dont 85% de femmes. Leur prise en charge médicale est un enjeu d'importance. Il s'agit à la fois d'une prise en charge médicale, physique, mais également psychologique, en prenant en compte les aspects juridiques qui seront nécessaires ensuite à leur plainte. Il s'agit d'être efficace et de réussir à répondre à tous les besoins de ces victimes afin de ne pas rendre insupportable, ou j'ai envie de dire encore plus insupportable évidemment, leur traumatisme. Ainsi, la question de la prise en charge des victimes comprend, il me semble, deux aspects principaux. D'une part, la prise en charge médicale immédiate, avec deux types d'enjeux très différents et parfois contradictoires. D'un côté, le soutien psychologique de la victime et de l'autre, des aspects de médecine légale qui sont parfois douloureux pour la victime et qui permettent le prélèvement des preuves. D'autre part, dans un temps plus long, cette fois-ci, la prise en compte des conséquences psychotraumatiques des viols sur les victimes. Un viol est un crime qui peut avoir des conséquences extrêmement graves et prolongées sur la santé physique et psychique des victimes. Et cette problématique nous semble parfois méconnue. Donc je vous laisse, messieurs et madame, nous présenter l'ensemble des protocoles d'accueil peut-être existants, les différentes étapes, les manques, éventuellement les oublis, afin que nous réfléchissions ensemble à une manière d'y pallier. Nous serions également très intéressés par votre retour sur les difficultés d'une prise en charge à long terme de diagnostic des syndromes post-traumatiques. Enfin, il me semble que la question de la coordination et de la coopération, à la fois des professionnels de santé entre eux et des différents services de santé avec les services judiciaires et de police, est essentielle. En outre, les spécificités liées à la prise en charge des victimes mineures et notamment l'impact psychotraumatique des violences sur les enfants, et je crois d'ailleurs, Madame Salmona, un sujet qui est au cœur de vos travaux et dont j'imagine vous allez nous parler. Je vous laisse donc, Madame et Messieurs, nous présenter ces différents aspects. Peut-être pourrions-nous commencer par Monsieur Lopez, dans l'ordre. Voilà. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité. Je vais me présenter rapidement. Je suis donc psychiatre. Il y a une trentaine d'années, j'ai ouvert le plus grand centre mondial de soins des victimes,
Nous voyons une file active de 1000 personnes et nous faisons 13 000 actes de thérapie. Les 3 quarts sur des adultes, hélas, un seul quart sur les enfants, mais nous avons un service enfant. Il y a une trentaine d'années, quand je suis rentré à l'Hôtel-Dieu, ce qui me vaut d'être vice-président du Conseil national professionnel de médecine légale, je ne connaissais rigoureusement rien à la psychotraumatologie, ce qui s'appelle rien. D'ailleurs, je me demandais pourquoi il y avait besoin d'un psychiatre à l'Hôtel-Dieu. Je m'en suis rendu compte peu à peu, ce qui a fait en sorte que j'ai créé des diplômes, les premiers diplômes, un de victimologie il y a une trentaine d'années qui continue, un de psychotraumatologie il y a une quinzaine d'années, diplômes qui se sont un peu généralisés en France et jusqu'au Burkina et jusqu'en Tunisie, etc., où j'enseigne. Alors, le problème pour les victimes, vous l'avez dit très très bien, c'est que nous allons encore une fois de plus, et peut-être que le docteur Salmon en parlera, parler des femmes adultes, celles qui votent. Les enfants ne votent pas, or nous voyons, nous, les conséquences, surtout à l'âge adulte, sur les enfants. Rappelez-vous qu'il y a 4 millions de victimes de viols par inceste en France. Actuellement, il y a 4 millions de femmes qui ont subi l'inceste et qui sont en grande détresse. Alors bien sûr, il faudrait aussi s'occuper des enfants, mais manifestement, on est là à la délégation aux droits des femmes. Alors, les soins aux victimes. Pardon, je me permets de vous interrompre. Nous faisons un rapport sur le viol qui comprend également une attention portée également aux victimes mineures, puisque nous étions également hier avec des services de brigade des mineurs. Donc je me permets de vous interrompre, mais les mineurs sont dans le spectre de notre rapport. J'en suis absolument ravi. Je fais simplement remarquer que nous ne savons pas très bien le nombre d'enfants violés, même s'ils sont nombreux, puisqu'il y a 4 millions de victimes de l'inceste, parce que les études rétrospectives que l'on fait ne sont pas très fiables. Donc il faudrait faire des cohortes de naissance. Et nous avons en France notre cohorte de naissance qui s'appelle ELF depuis 2011. Et cette cohorte n'étudie pas les maltraitances dont font partie les viols. Ce qui montre bien le fort déni qu'il y a des violences sexuelles et des maltraitances aux enfants. Revenons aux adultes et revenons aux soins. Il y a une grande carence du nombre des psychiatres. Les baby-boomers dans mon style vont tous partir à la retraite. D'ailleurs, je suis retraité. Je travaille beaucoup, mais je suis retraité. Donc, il y a une carence de psychiatres. Par contre, il y a beaucoup de psychologues qui ont du mal à trouver du travail, et ces psychologues sont souvent formés pour prendre en charge les victimes. Les soins aux victimes sont de 2 types. Il y a des personnes qui ont eu la chance d'avoir un attachement sécure, des parents bienveillants, et qui sont la cible d'un prédateur et qui subissent un viol. Ces personnes-là ont des troubles de stress post-traumatique et sont relativement faciles à prendre en charge, à condition qu'on les prenne en charge, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, il y a d'autres personnes qui subissent des viols, et ce viol se situe dans la répétition de maltraitances anciennes. Et ceux-là sont très difficiles à prendre en charge, et les prises en charge sont longues et prolongées. Plus de psychiatres, des psychologues. Alors nous faisions tous les 3 partie de la MIPROF, je vais être assez rapide parce que ça serait beaucoup mieux qu'on échange. Et avec Mme Vallaud-Belkacem, nous avions trouvé qu'il serait intelligent que dans les centres médico-sociaux, comme celui du docteur Lazimi d'ailleurs, avec l'accord de la Fédération nationale des centres de santé, avec l'accord du syndicat des médecins de centres de santé, on crée des unités de psychotraumatologie, de soins dans ces dispensaires. Donc c'était des centres pilotes où les psychologues pourraient dispenser des soins qui seraient évidemment remboursés par la sécurité sociale, et c'est une assez bonne idée auquel beaucoup de gens adhéraient. Donc Mme Vallaud-Belkacem en a parlé à Mme Touraine, qui a demandé un rapport. Peut-être connaissez-vous le rapport d'Ipelou. J'en ai ici en annexe un petit... Alors ce rapport a été fait par Annie Soucy, avec qui j'ai fait la médecine légale il y a 30 ans, je la connais très bien, avec une dame qui travaille à l'ARS de Nancy, que je ne connais pas, et avec un médecin urgentiste. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de psychiatre, ni de psychologue. Résultat des courses, pour le faire vite, les soins en psychotraumatologie en France sont extrêmement insuffisants. Il y a des initiatives locales qui fonctionnent, l'Institut de victimologie. Au passage, nous avons une vingtaine de consultations dans le 93, payées par les municipalités et le Conseil général,
Et nous allons ouvrir 7 consultations à la ville de Paris, dans les dispensaires de la ville de Paris. Au passage. Mais ces consultations sont très insuffisantes parce que, comme ce sont les municipalités qui payent, elles ne veulent pas un nombre important d'actes de thérapie, ce qui est possible pour les femmes qui subissent un viol et qui sont bien structurées, ce qui est insuffisant pour les victimes d'inceste. Complètement insuffisant. Alors, je pense qu'il faudrait absolument que cette initiative dont je parle aujourd'hui, qui a, à un moment donné, même le chef de crise du ministère de la Santé a répondu « c'est une bonne idée, je donne des ordres tout de suite à Nice pour que le grand centre médico-social, etc., pour les victimes, c'était des victimes d'attentats ». Et puis ça ne s'est pas fait, ça ne se fait jamais, c'est extrêmement dommage. L'idée du docteur Pelloux de diriger les victimes de viol vers les centres médico-psychologiques, c'est-à-dire le secteur psychiatrique, est une très mauvaise idée pour 3 raisons. Premièrement, il n'y a plus de psychiatres. Troisièmement, ils sont complètement débordés. Quatrièmement, ils ne sont pas formés. Et cinquièmement, les victimes estiment qu'elles ne sont pas des malades psychiatriques, ce qui est vrai. Donc, voilà, moi, simplement, j'aimerais que vous défendiez cette idée que dans les centres médico-sociaux, en maillant un petit peu la France, alors vous me parlez du COVA, je connais très bien, sa directrice fait partie de la même commission que moi, fait partie du Conseil national professionnel. Ben, je vous dis, il n'y a pas de thérapie au COVA. Le COVA, c'est excellent, c'est très bien, mais à Évry, où j'ai travaillé, ou à l'Hôtel-Dieu, on fait aussi du très bon travail, mais on ne fait pas de thérapie. Or, certaines personnes ont besoin de soins. Et les soins, ça se fait dans des centres de soins ou dans des cabinets médicaux ou chez des psychologues. Les psychologues ne sont pas remboursés. Donc, dans des centres médico-sociaux, ça éviterait d'ouvrir la boîte de Pandore qui fait très très peur parce qu'il faut faire des économies. Si on se met à rembourser les psychologues, ça va être terrible. Je comprends très bien ça. Donc, des centres pilotes, 5 ou 6 centres pilotes, Lille, Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, enfin les grandes villes. Pendant 5 ans, on voit si c'est efficace. Bordeaux aussi, qui travaillera avec le COVA, bien sûr. Et au bout de 5-6 ans, on voit si c'est une bonne idée, mais cette idée-là existe. Il y a des centres antidouleurs, il y a des centres pour les toxicomanes. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des centres pour les personnes psychotraumatisées. Je vous remercie de votre attention. Merci, docteur. Madame Salmona. Bonjour. Donc, merci beaucoup de m'avoir invitée pour cette audition. Donc, je suis Muriel Salmona, je suis donc psychiatre spécialisée depuis plus de 20 ans en psychotraumatologie, particulièrement dans la prise en charge des victimes de viols et de maltraitance, quelles qu'elles soient. Et présidente d'une association, Mémoire traumatique et victimologie, qui est une association à la fois d'information, de formation, de recherche, et aussi qui fait tout un plaidoyer pour améliorer justement la prise en charge des victimes et beaucoup de formations, même d'ailleurs auprès des magistrats et de tous les professionnels qui prennent en charge les victimes. Alors, j'ai fait partie aussi de la MIPROF. Alors, ce que je voulais vous présenter, surtout, ça va être l'enquête. On a fait une grande enquête nationale soutenue par l'UNICEF sur l'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte sur 1214 victimes et qui du coup permet de voir tout leur parcours de soins et de voir effectivement ce qu'elles ont vécu, l'impact que ça a eu sur leur santé, sur leur vie, et puis quelle a été la prise en charge. Alors ce qui apparaît bien entendu, c'est que l'impact sur leur santé est majeur, ça on le sait. Avoir subi des violences sexuelles, particulièrement dans l'enfance, représente un problème de santé publique majeur. Dans notre enquête, 96% des victimes de violences sexuelles disent dans l'enquête qu'elles ont un impact sur leur santé mentale, 96%, et près de 60% un impact sur leur santé physique. Une victime sur 2 a fait des tentatives de suicide, une victime sur 2 a des conduites addictives, une victime sur 2 fait des dépressions à répétition, et une victime sur 2 traverse des périodes de grande précarité et de marginalisation. Et aussi 70% des victimes de violences sexuelles vont subir à nouveau des violences. Le premier facteur de risque de subir des violences sexuelles, c'est d'en avoir subi déjà.
Et tous ces impacts sur la santé, il y a une grande enquête, une grande revue ILIS, faite par ILIS avec l'OMS en 2016, sont liés aux troubles psychotraumatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles psychotraumatiques, ce n'est pas uniquement un impact psychologique, c'est aussi un impact neurologique avec des atteintes neurologiques et des atteintes des circuits émotionnels et de la mémoire, avec un impact à très long terme. Que ces atteintes neurologiques, avec une prise en charge psychothérapique, régressent. Et que ne pas offrir des soins et une prise en charge en psychothérapie spécialisée pour les victimes de violences sexuelles, c'est une perte de chance très importante. Sur l'ensemble des violences sexuelles qu'avaient subies toutes les personnes de notre enquête, 81% avaient commencé à subir les violences sexuelles avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. L'immense majorité des victimes de violences sexuelles sont les enfants. Ça démarre très tôt et il faut savoir que ce sont les enfants et les personnes les plus vulnérables. Les personnes handicapées, on sait, il y a une étude qui est sortie d'ailleurs aux États-Unis, où elles peuvent subir jusqu'à 10 à 12 fois plus de violences sexuelles. Les femmes qui présentent un handicap mental et les personnes qui, par exemple, des troubles autistiques, sont 90% à avoir subi des violences sexuelles. Donc plus les personnes sont vulnérables, plus elles sont jeunes, plus elles subissent des conséquences gravissimes. Plus elles sont jeunes, plus ces violences ont lieu à l'intérieur de la famille. 50% des violences que subissent les enfants sont subies à l'intérieur de la famille. 96% par des personnes connues et donc 50% à l'intérieur de la famille. Et ce sont les violences qui vont avoir les impacts les plus lourds. On a plein d'études internationales que l'OMS a reportées d'ailleurs en 2016 et j'ai fait un manifeste à ce propos-là aussi contre l'impunité des crimes sexuels mais aussi sur les violences faites aux enfants et qui démontrent qu'avoir subi des violences dans l'enfance, particulièrement si ce sont des crimes comme les viols, c'est la première cause de mortalité précoce, première cause de mourir précocement, première cause de suicide par rapport à toutes les autres causes. Première cause de conduite addictive, alcool plus alcool, c'est des stratégies de survie. Première cause de dépression, première cause effectivement de violence à répétition, premier facteur de risque aussi de commettre des violences. Donc l'impact sur la santé est énorme, c'est sur la santé mentale et aussi sur la santé physique, avec une première cause aussi de troubles cardiovasculaires, bronchopulmonaires, des bronchopneumopathie, Gilles va en reparler certainement, des troubles immunitaires profonds, des risques de cancer, des troubles gastro-entérologiques, des troubles gynécologiques très lourds. Et bon, je pourrais faire, si ça vous intéresse, vous aurez tous les éléments que je vous ai donnés dans les documents. Donc l'impact sur la santé est majeur. Le problème énorme, et cette perte de chance est scandaleuse en quelque sorte, c'est que les professionnels de la santé, Gilles va certainement y revenir, ne sont pas formés. Ils ne sont toujours pas formés dans l'ensemble en initial ni en continu. On sait en international, toutes les études ont démontré que 60% de la psychiatrie, c'est de la psychotraumatologie. Les internes en DES de psychiatrie actuellement ne sont toujours pas formés en psychotraumatologie. C'est 60% de la psychiatrie. Donc on a un retard considérable. Si on veut que les choses changent, il faut absolument que ça change. Vous savez que les victimes sont très peu nombreuses à pouvoir parler du fait de toutes les conséquences psychotraumatiques. Mais ce qu'elles nous disent, c'est que dans les victimes de violences sexuelles, sont 30% à dire que le premier recours, c'est le psychiatre. 27%, c'est le médecin généraliste. Donc, c'est les médecins qui sont le premier recours. Le seul moyen pour... il ne faut pas attendre que les victimes parlent, il faut aller au-devant d'elles. Et le seul moyen qui a été repris, d'ailleurs, par Marlène Schiappa et Emmanuel Macron, donc ça fait plaisir par rapport... C'était vraiment une demande importante, une de nos demandes importantes, c'est le dépistage universel, systématique. Il faut demander aux gens s'ils ont subi des violences sexuelles. C'est le seul moyen de les protéger et c'est le seul moyen de les prendre en charge. Mais il faut que ça suive aussi au niveau prise en charge, donc au niveau des médecins. Et c'est tous les médecins qui doivent être pris en charge, puisque ça concerne la santé en général. Les soins fonctionnent. En plus, ça permet vraiment d'éviter la majeure partie des conséquences très graves que je vous ai citées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de notre enquête qu'on a faite, on avait demandé, par rapport à la prise en charge qui avait été faite pour les victimes,
On a vu, et là-dessus on rejoint les études aussi qui ont été faites en Belgique, c'est que pour les victimes, il y a à peu près que 10 à 20% des victimes de viol qui vont avoir une prise en charge en urgence. C'est une urgence médico-légale, très importante, une urgence médicale et psychiatrique, le viol. C'est-à-dire que non seulement il faut faire de la prévention au niveau bien entendu, prendre en charge sur le plan de la santé les victimes, mais aussi faire de la prévention au niveau des maladies sexuellement transmissibles, d'une grossesse. Nous, on a 10% des victimes de viol qui ont une grossesse, dont 25% qui vont se retrouver à garder la grossesse, avec toutes les conséquences gravissimes que ça peut avoir. Il faut l'avoir en tête, que le viol, à partir de 12 ans, à peu près 13 ans, ça amène des grossesses, qu'il y a beaucoup de mineurs aussi qui ont des grossesses précoces, avec les conséquences gravissimes que ça a. Donc il faut une prévention. Et là, on a vu que 78% donc, des victimes de viol n'avaient pas eu de prise en charge en urgence. Et quand elle a eu lieu, elles sont très nombreuses à ne pas avoir reçu de soins. Et plus de 80% n'ont pas bénéficié d'une prévention des maladies sexuellement transmissibles. On a les mêmes résultats en Belgique. Les médecins ont recherché des idées suicidaires qui sont vraiment très importantes et qui sont un facteur de risque très important, que dans 5% des cas, ils ont pensé à poser la question que dans 5% des cas, seuls 3% des victimes déclarent avoir été interrogées sur le danger qu'elles pouvaient encourir. La recherche d'ADN n'a été effectuée que pour 15% des victimes de viol. Et donc elles sont aussi très nombreuses, je crois que c'est aussi pareil, c'est à peu près 15 à 20% qui ont reçu une prévention pour la grossesse. Donc là, il y a vraiment une nécessité aux urgences, dans le cadre des urgences, de former. Et sur les soins à plus long terme, donc dans 41% des cas, pour toutes les victimes, aucun des médecins, psychiatres et psychothérapeutes consultés n'ont recherché ou diagnostiqué des troubles psychotraumatiques. Pour 38% des victimes, les soins n'ont pas du tout été axés sur les violences subies. Seuls 22% estiment que les violences sexuelles ont été au centre de la prise en charge. Et au total, une victime sur 3 n'a pas pu trouver de psychiatre dans le cadre de sa prise en charge. Et il a fallu en moyenne 13 ans aux autres victimes pour trouver enfin une prise en charge adaptée. Voilà. Donc ça, vous aurez tous ces éléments, mais c'est pour montrer à quel point là, on est vraiment en panne, on est en défaillance très importante. C'est une urgence absolue actuellement. Des enfants sont violés, des femmes sont violées à répétition. Ça a un impact très lourd sur leur santé, sur leur vie de tous les jours. Le plus souvent, elles vont développer, et ça, il va y revenir, énormément de symptômes très lourds, avec des douleurs chroniques, avec des symptômes somatiques très importants, qui ne vont jamais être reliés aux violences subies. C'est comme les troubles, par exemple, addictifs. C'est-à-dire, on n'est pas alcoolique ou toxicomane pour rien. Dans plus de 90% des cas, on retrouve des violences graves de l'enfance, particulièrement des violences sexuelles. Donc, on est encore en situation où on peut recevoir en urgence une adolescente qui a fait une tentative de suicide sans lui poser la question qui devrait être absolument systématique. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez subi des violences sexuelles? Est-ce que vous avez subi des violences? On peut recevoir une adolescente pour une demande d'IVG, actuellement, sans lui poser la question, est-ce qu'elle a subi des violences? On peut retrouver aussi des adolescentes qui ont des grossesses précoces sans leur poser la question. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est vraiment important. Donc, il faut que tout le monde soit formé. Et il faut effectivement qu'il y ait une prise en charge. C'est-à-dire que si les victimes font des démarches au niveau judiciaire, vous savez qu'elles sont peu à le faire, si elles n'ont pas de prise en charge en parallèle, ça va être une catastrophe pour elles et ça augmente les risques suicidaires. C'est nécessaire qu'on ne les matérialise pas dans les prises en charge judiciaires et c'est nécessaire qu'elles aient un suivi. Donc, en fait, ce que demandent les victimes, c'est la formation des professionnels, c'est un accès à des centres de soins qui soient répertoriés avec vraiment un parcours très fléché, avec des professionnels formés, psychiatres, psychologues, mais aussi des médecins généralistes. Mais c'est absolument nécessaire. Donc, avec la délégation générale de l'offre de soins, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet de centre de soins pluridisciplinaires dont on a parlé, dont on vient de parler. Ces centres, le projet, c'est d'en avoir 100, un par département, en France et en Outre-mer, qui soient financés par la Sécurité sociale, donc gratuits,
accessible. Vous savez qu'on a une loi au niveau du Code de la sécurité sociale qui permet des soins gratuits pour les enfants victimes de violences sexuelles tout au long de leur vie. Normalement, avec le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants, ça devrait être élargi à toutes les violences et aussi aux adultes avec le 5e plan. Donc, et ces centres, du coup, on a eu le bonheur d'entendre là notre président, M. Emmanuel Macron, nous dire qu'ils allaient donc en déployer ce qu'on avait demandé, 10. Donc rapidement. En hôpital. Oui, pas en hôpital, en lien avec une structure hospitalière pour que justement il y ait la prise en charge médicale et la prise en charge en urgence. Ça permettrait aussi que toutes les procédures aussi judiciaires puissent se faire dans des lieux sécurisés. Vous savez, le dépôt de plainte, voilà. Donc ça, on a un cahier des charges qu'on a mis en place. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et ça, je pense que ça changerait la donne, parce que ça, c'était ce qui était demandé en priorité par les victimes. Donc cette formation, et de tous les professionnels, il faut absolument qu'il y ait une formation en initiale. Ça, on se bat avec la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences. On a avancé beaucoup, on a produit des outils. Mais on fait des formations, on fait beaucoup de formations, mais là où ça achoppe, c'est vraiment au niveau de la formation initiale. Donc là, il faut prendre des décisions. Ce n'est pas possible, c'est une perte de chance scandaleuse. Enfin, je veux dire, pour autre chose, c'est-à-dire que par exemple, si on n'avait pas suffisamment de scanners, si on ne pouvait pas faire d'intervention au niveau cardiologique pour des problèmes ischémiques, ça serait impensable, ça ferait un scandale absolu. Là, il s'agit de victimes qui le plus souvent ont été victimes dès l'enfance, qui donc sont extrêmement impactées et qui, en plus, souvent sont des personnes extrêmement vulnérables. Donc, il faut agir pour elles. Les conséquences, je finirai là-dessus, les conséquences psychotraumatiques, donc ça va générer des troubles de l'état stress post-traumatique, donc près de 80% des victimes de violences sexuelles développent des troubles psychotraumatiques. Pour les enfants, c'est quasiment 100% à long terme. Ils sont centrés sur une mémoire traumatique qui fait revivre comme une sorte de machine à remonter le temps infernale, les pires moments des violences. Donc c'est absolument intolérable, avec des angoisses, exactement comme pour les victimes du Bataclan que je prends en charge, qui du coup, d'un seul coup, revivent l'événement comme s'ils y étaient. Et aussi des troubles, ce qu'on appelle dissociatifs, c'est-à-dire que tant que les victimes sont exposées aux violences, il y a un mécanisme de survie qui se met en place. J'en ai parlé d'ailleurs pour les 13 enfants qui ont été séquestrés, où on me posait la question, mais pourquoi ils ne se sont pas sauvés ? Ils étaient complètement dissociés, anesthésiés. C'est une anesthésie de survie pour ne pas mourir. C'est le cerveau qui fait déconnecter le circuit émotionnel pour que les personnes ne meurent pas, tellement c'est d'une violence et d'un stress absolu. Et puis, des conduites de survie qui sont des conduites d'évitement qui vont avoir un impact sur la vie des victimes, ça va être énorme. Et puis, des conduites dissociantes qui vont aussi relayer pour que la dissociation de départ, pour que les victimes s'anesthésient, parce que c'est tellement intolérable de revivre le pire, de revivre un viol qu'on a subi par exemple à 5 ans, à 10 ans, c'est tellement intolérable que du coup, les victimes ont recours à de l'alcool, à des drogues et à des mises en danger, des conduites d'automutilation qui s'expliquent parce que ça fait monter un stress très important. Elles sentent que leur mémoire traumatique va exploser. C'est absolument intolérable avant que ça ne survienne, parce qu'il y a plein de situations qui vont faire lien et qui vont faire exploser cette mémoire traumatique, leur faire revivre le pire, une odeur, une situation, une heure dans la journée, quelqu'un, un regard, une sensation, une douleur, enfin plein de choses qui vont réallumer. À ce moment-là, elles vont créer un stress extrême, par exemple en se scarifiant. Ça va les faire disjoncter, ça les va faire dissocier, ça va faire déconnecter le circuit émotionnel, les anesthésier, ce qui fait qu'elles vont arriver au moment où ça risque d'exploser complètement anesthésiée. J'avais une patiente qui a été violée à l'âge de 7 ans, qui, comme ça, quand ça commençait à monter, se mettait sur le rebord de la fenêtre avec un Walkman au 5e étage et elle se balançait. Elle ne ressentait plus rien après. C'est ça, hein ? Voilà. Et des conduites aussi de mise en danger. Voilà. Et je voulais aussi finir par le risque de situation prostitutionnelle pour les plus jeunes. Les jeunes qui ont subi des violences sexuelles, les situations prostitutionnelles, on retrouve 60 à 90% de violences sexuelles dans l'enfance. C'est-à-dire qu'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance, ça entraîne cette dissociation traumatique très importante. Et du coup, c'est des cibles de choix pour les proxénètes, parce qu'elles vont pouvoir supporter l'insupportable, parce qu'elles sont anesthésiées, mais ça va avoir quand même un impact. Donc, cette dissociation est très embêtante,
Parce que plus les victimes sont en danger, plus elles sont en situation de subir des violences ou d'être en contact avec les agresseurs, plus elles vont être dissociées, moins on va les remarquer en tant que victimes parce qu'elles vont être complètement déconnectées. En plus, on fonctionne par empathie avec des neurones miroirs. Si on est en face de quelqu'un qui est complètement anesthésié, on ne ressent rien. Et du coup, les professionnels ne vont pas ressentir les choses. Donc, il faut qu'ils soient informés, que ce soit tous les professionnels, parce que je forme les magistrats là-dessus, c'est super important, il faut qu'ils soient informés là-dessus. Et d'autant plus, il faut poser la question, parce que si on ne pose la question que si on soupçonne que peut-être il y a des violences, on va passer au travers de plein de victimes. Voilà, donc au nom de toutes les victimes que je représente, je vous remercie de votre attention. Merci, docteur. Merci, madame Salmonam. Docteur Gilles Je ne Lazimi. vais pas tout reprendre, je vais essayer d'être un peu plus bref. Bon, je suis médecin généraliste et comme Muriel l'a dit, moi je n'ai pas été formé à prendre en charge les femmes victimes de violences ou les victimes en général. Parce que dans la quasi-totalité des spécialités, dans la quasi-totalité des enseignements que j'ai reçus, le lien avec les violences n'était pas fait. Et le syndrome post-traumatique, on n'en parlait pas. Donc ça, c'est une première chose. Et j'ai commencé à m'intéresser aux femmes victimes de violences au centre de santé municipal. Je suis dans une équipe avec un centre de planification parce que ces patientes m'étaient pénibles et c'était même absolument insupportable pour moi de les suivre. Je ne comprenais pas pourquoi elles généraient autant de rejets pour moi ou pour l'équipe. Donc c'était problématique et en plus, ces patientes-là présentaient un grand nombre de tableaux que j'appelle tableaux écran, de tableaux cliniques qui pouvaient... Alors ça peut prendre toutes les pathologies médicales. Avec des patientes avec qui c'est très difficile, avec qui on n'arrive pas à aller au bout. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis posé la question, grâce à mes amies militantes de SOS Femmes 93 et du collectif féministe contre le viol. C'est l'association qui gère le numéro 0800 05 95 95 Viol Femmes Information. Nous l'avons auditionné. Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces patientes et j'ai fait pas mal d'études de repérage de façon systématique. De façon systématique, j'ai posé la question à mes patientes, avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles ? Et j'ai commencé en 2004 à poser ces questions-là. Parce que d'abord, j'ai mis en place des campagnes. Et en mettant en place des campagnes où on voyait des hommes sur les affiches, ça a d'un seul coup libéré la parole de patientes parce que c'était pas elles qui étaient sur l'affiche, c'était les hommes et potentiellement les agresseurs. Et ainsi, elles ont pu spontanément m'en parler, mais m'en parlant spontanément, alors que j'avais commencé déjà à questionner sur les violences, je me suis dit qu'il faut poser la question de façon systématique et j'ai commencé à faire les premières enquêtes où j'ai posé ces questions. La première enquête, c'était en 2004. Sur 100 patients, j'en avais 50 qui avaient été victimes de violences verbales, 30 de violences physiques au cours de leur vie et 22% de violences sexuelles. Donc c'est un premier choc. Et le fait de parler avec ces patientes des antécédents, des violences qu'elles avaient subies, on a réussi à faire le lien avec les pathologies qu'elles présentaient, écran. Et d'un seul coup, on n'était plus dans le conflit, on était dans l'écoute, dans la parole, et on a pu les accompagner. Et ça a été une première révélation. On a continué avec des enquêtes de repérage. On en a fait une dizaine. Et à chaque fois, si je me concentre simplement sur les violences sexuelles, on est aux alentours de 20% des patientes vues en cabinet médical ou aux urgences avaient été victimes au moins une fois au cours de leur vie de violences sexuelles et donc de viols. C'était important parce que dès cet instant-là, dès qu'une femme peut parler de ce qu'elle a subi en confiance à un professionnel qui lui pose la question, on peut cheminer avec elle, on peut l'aider et on peut limiter les prescriptions, limiter les arrêts. Mais il faut être formé et aussi il faut être dans le cadre d'un réseau de prise en charge avec des associations et aussi des psychologues qui soient formés. Et en 2008, je fais appel à l'Institut Victimo et à Muriel et on réussit à obtenir un financement au centre de santé. Donc les généralistes voient les patientes et on adressait à Muriel pendant 2 ans et ensuite à Azucena Chavez, qui est la psychologue, psychotraumatologue. Et dans ce cadre de réseau, on suit à peu près aujourd'hui une centaine de patientes au centre de Romainville. C'est beaucoup, c'est indispensable
Et je veux dire, on s'en sort, c'est important de le dire, hein. On s'en sort, c'est vraiment important. Ces patientes qui pendant des années ont erré les cabinets, ont été en arrêt, en situation d'échec, en situation dramatique, s'en sortent s'il y a un réseau qui se met en place. On a tenté de proposer il y a 7 ans à la Sécurité sociale, à l'ARS, un protocole de mise en place de psychologues en lien avec des médecins dans les centres municipaux de santé, des centres qui n'étaient pas marqués victimologie, qui n'étaient pas marqués CMP, centre psychiatrique, parce que c'était important que ces patientes soient reconnues comme les autres et ne soient pas avec les psychotiques mal suivies par ailleurs, on en parlera, puisqu'un grand nombre de ces patientes victimes de violences étaient suivies par des psychologues et sous neuroleptiques. Elles étaient très calmes. Ça n'avait pas de problème. Elles ne pouvaient pas sortir de la problématique fondamentale qui était les violences. À partir de ça, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner depuis 10 ans à Pierre et Marie Curie. Et on a fait beaucoup d'études et de revues de la littérature sur toutes les pathologies que pouvaient présenter ces patientes quand elles ne pouvaient pas parler des violences. Et là, on a des chiffres qui sont colossaux. Sur les pathologies psychiatriques, on a 5 fois plus de pathologies psychiatriques chez ces patients. La dépression, 3 fois plus. Les tentatives de suicide, mais ça, c'est invraisemblable. On apprend ça à nos étudiants. Je veux dire, ne pas poser la question des violences à quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, c'est aujourd'hui une faute, mais c'est pas aux étudiants qu'il faut le dire, c'est aux enseignants. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas ça suffisamment dans nos facultés. Juste les abus de substances, on a parlé anorexie, boulimie et phobie sociale. Dans 80% des cas, c'est des cas d'inceste. Si vous regardez les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur anorexie, il n'y a rien sur violence. On est dans les conduites à risque, bien évidemment, la prise de toxiques. Mais alors, dans les centres de toxicomanes, on essaye de leur dire, posez la question des violences, vous allez voir, ça va dégringoler. Tous ces patients ont vécu des violences physiques, des violences affectives, des violences sexuelles, et jamais on ne leur parle de ce qui s'est passé. Et c'est vraiment important parce qu'il y a un coût, et en prison, bien évidemment. Sur la gynéco-obstétrique, juste vous dire, fausse couche. 8 fois plus de fausses couches chez les patientes victimes de violences. 8 fois plus de fausses couches. Grossesse non désirée, 5 fois plus. Heureusement que l'avortement est maintenu, heureusement qu'on fait tout pour que ça soit gratuit, car ces femmes-là, comment feraient-elles sur l'IVG, on a fait des études sur les IVG, sur les femmes qui demandaient une IVG en Seine-Saint-Denis. On a fait 2 études. Sur 100 femmes qui se présentent pour une IVG, 23 d'entre elles disent que l'IVG qu'elles demandent est en lien avec des violences qu'elles ont subies. Il y avait 14 violences conjugales, 6 viols et 3 violences intrafamiliales. Donc c'est vraiment important. Et si vous voulez, je vous ferai passer des articles sur la prise en charge de ces IVG par des médecins qui font des IVG. Ils sont partants pour aider ces femmes. Ils ne posent pas la question. Et même ces médecins qui font des IVG ont des a priori sur les femmes et sur la sexualité. Donc on a un gros travail à faire et on doit se former pour ça. Alors on parle de beaucoup de nouvelles maladies, fibromyalgie, c'est une maladie à la mode, avant c'était la spasmophilie ou autre chose. Il y a 4 fois plus de patientes victimes de viols ou de violences sexuelles qui sont fibromyalgiques et qui atterrissent dans des hôpitaux pendant 20 ans. Donc on peut faire quelque chose, il faut qu'il y ait de la formation, il faut qu'il y ait des réseaux, et ce suivi des femmes vraiment a bouleversé leur vie et a bouleversé notre pratique à nous. Moins de traitements, moins d'arrêt maladie, moins de médicaments, plus d'écoute. Mais pour ça, il faut un réseau de professionnels. On a demandé des financements pour les réseaux, nous ne les avons pas obtenus. On a demandé la prise en charge des soins psychothérapeutiques à l'époque, à l'ARS et à la Sécurité sociale. On disait non, on ne finance que la prévention. Comment ? Que l'orientation. Ça voudrait dire qu'une femme qu'on arrive à amener à aller voir un psychiatre ou un psychologue formé, le psychologue la voit, il dit, écoutez, alors il va l'écouter, puis ensuite il va lui dire, vous allez aller ailleurs. C'est pas possible, c'est pas tenable. Donc à Romainville, on a une consultation, on a 10 heures de consultation, financée, mais au lance-pierre d'année en année par le FIDP. Madame Schiappa a dit qu'il n'y avait pas de diminution des financements, c'est pas vrai. Notre financement sur ces consultations, et je lui ai dit de visu, donc il n'y a vraiment aucun problème. Ces financements ont été réduits de 4 fois, et aujourd'hui c'est la ville qui porte, et tant mieux si la ville de Romainville, qui a déjà un centre de santé et qui a déjà choisi de mettre des sous dans la prise en charge, mais on a besoin, on explose au niveau des rendez-vous, on est à 2 mois. On ne peut pas voir toutes les patientes qui se présentent, donc on les garde en médecine G, on forme nos collègues, mais ça ne suffit pas, il nous faut des psychologues. Et c'est vrai que l'idée, enfin, d'abord, consultations gratuites
c'est majeur. Consultation gratuite avec des professionnels formés, c'est obligatoire. Et vraiment, il faut qu'on ait ces financements pour pouvoir les mettre en place. Et dans des lieux qui ne soient pas marqués, c'est l'exemple de Romainville, je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Troisième point sur la formation initiale. Bien sûr, il faut qu'il y ait une formation initiale, mais on l'a dit au premier plan, on l'a dit au deuxième plan, on l'a dit au troisième plan, on le redit aujourd'hui. Repérage systématique, je suis très heureux, ça fait 15 ans qu'on se bat pour ça. Mais pour le mettre en place, il faut impérativement qu'on impose d'une façon ou d'une autre aux doyens d'université qu'il y ait comme un référent aux urgences pour les violences, qu'il y ait un référent enseignant dans ces facultés qui assure la diffusion de cet enseignement en initial. Et quand il est enseigné, je peux vous assurer que nos étudiants, parce qu'on avance quand même, nos étudiants à Pierre et Marie Curie savent poser la question et sont formés en second cycle et en internat en médecine générale. Pour la formation, j'ai bientôt fini. Formation médicale continue. Non, je reviens sur la formation médicale initiale. Pour qu'on forme les médecins, il faut qu'au moins les enseignants fassent le lien avec les violences. Quand on regarde, je vais prendre un exemple de la gynécologie et IVG. On a compulsé 23 livres scientifiques d'enseignement. Il y a 6 lignes sur violence. 6 lignes. Gynécologie obstétrique, c'est une des spécialités qui est la plus touchée. Une femme sur 3 a été victime de violence, va en consultation gynéco. C'est pas possible. Il faut que les études fassent le lien avec la violence. Il faut qu'il y ait des études sur les violences, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et puis sur la formation médicale continue maintenant des médecins, pour qu'ils se forment, il faut leur donner les moyens de se former. Ça veut dire que si on leur donne 3 jours annuels pour qu'ils se forment, ils ne vont pas choisir les violences. Ils vont choisir l'antibiothérapie, la prescription sécurisée. Voilà. Et ça pose problème. Alors, il y avait un exemple qui a été mis en place lors de la mise en place des traitements de substitution pour les patients toxicomanes. C'était le même problème. Et là, le ministère, à l'époque, c'était M. Douste-Blazy et M. Kouchner. Et les deux ont été d'accord l'un après l'autre pour appliquer. Ils ont mis en place, au nom du ministère, des formations en direction des médecins qui étaient pris en charge par la DGS. Et il y a une idée que je vous soumets aussi, c'est que si on ne peut pas mettre en place des formations, peut-être peut-on former des médecins qui iraient, et là pour la bonne cause, à la place des délégués médicaux, former leurs collègues dans leur cabinet pour leur pointer et pour les amener à comprendre à quel point c'est riche, parce qu'à chaque fois qu'on fait des formations médicales, je peux vous assurer que les médecins sortent de là après 2 jours. C'est pas un film. Le film, on a travaillé avec la MEPROF, on a fait des films, on a fait des outils, mais moi je ne peux pas entendre qu'on ait formé 300 000 personnes, c'est pas vrai. On a sensibilisé, mais on n'a pas formé. Pour les former, il faut vraiment du temps à passer avec les médecins, et quand on passe du temps avec eux, et quand on les revoit, parce qu'on a fait des travaux pour voir s'il y avait une efficacité, eh ben on voit qu'il y a une efficacité. Voilà, merci. Oui, monsieur Lopez, vous voulez bien allumer votre micro, s'il vous plaît? Je vous en prie. Merci, docteur Gilles Lazimi. Monsieur Lopez, je vous en prie. Étant donc le vice-président du Conseil national professionnel de médecine légale, nous organisons le développement médical continu, le DPC, professionnel continu. Et les violences, le viol, c'est une priorité nationale. Alors moi, je fais des DPC, mais je vous promets... Alors, il y a un gros problème. Avant, il y avait pas mal de jours rémunérés pour les médecins. Ça a diminué. De 10 jours, on est passé à 3 jours. Alors, comme disait Gilles, ils ne viennent pas vers les violences. Les formations existent, c'est une priorité nationale, mais ils ne viennent pas. Ils préfèrent, comme a dit Gilles, l'hypertension. Merci. Merci, madame. Merci, messieurs. Je me propose peut-être de vous commencer par une question, puis je laisserai mes collègues peut-être poser les leurs. Je souhaiterais est-ce que vous pourriez nous présenter plus en détail, monsieur Gilles Lazimi, votre expérience de Romainville, plus en détail, et d'autre part, j'aurais souhaité savoir quels étaient réellement les effets positifs de la psychotraumatologie. Je vous avoue qu'en vous écoutant, j'entends bien que c'est nécessaire, mais je souhaiterais, est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi un patient qui est suivi avec une psychotraumatologie va mieux? Est-ce que ça réduit également, est-ce que vous avez des cohortes? Est-ce que ça réduit notamment un certain nombre d'indicateurs? Je vous remercie.
Elles ne peuvent pas parler des violences qu'elles ont subies pour différentes raisons. La culture du viol, la société, la pression familiale, les problèmes de mémoire traumatique. Elles présentent énormément de pathologies. Pathologies qui sont coûteuses. Des arrêts médicaux, des suivis disparates qui durent. Dès l'instant où on a pu les prendre en charge en consultation, où on a pu faire le lien avec les symptômes, on explique, le traumatisme, on explique aussi ce qu'elles ressentent. Les patientes lui disent, mais comment vous savez ? On leur dit clairement ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Et ça permet de faire le lien. Elles reprennent confiance. Elles ne se sentent plus coupables. Elles n'ont plus honte. Elles peuvent en parler. Et ça, c'est majeur. C'est vraiment le premier temps thérapeutique. Elles sont reconnues comme victimes. Le simple fait de leur dire « Je vous crois, il n'a pas le droit, c'est la loi, mais c'est majeur. Je peux vous revoir, on peut vous aider. Il y a des psychothérapeutes, il y a des associations. » Ça, c'est majeur. Et ces patientes-là, quand je disais que mes patientes, j'avais beaucoup de mal à les suivre, c'était terrible. J'en voyais une dans la salle d'attente, je disais « Ah non, pas elle, pourquoi elle vient me voir ?» Là, aujourd'hui, ça ne pose aucun problème. Je peux les examiner, elles acceptent qu'on les examine. On est dans un suivi, moins de médicaments, moins d'arrêt maladie, plus d'écoute. Ça coûte moins cher. Et 2, elles vont mieux. Et 3, elles ont été en capacité de pouvoir porter plainte quand elles le désiraient. Elles ont pu aussi quitter le lieu, le couple. On a pu arriver à les aider parce qu'on était dans le cadre d'une équipe, parce qu'il y avait une psychologue qui était là, parce que moi je m'occupais un peu plus des problèmes du somaticien, la psychologue plus des problématiques liées au psychisme et au retentissement des violences, l'assistante sociale et l'association SOS Femmes. De cette façon-là, on peut les traiter. Et à Romainville, on avait commencé par une campagne. Première campagne 2004. On s'est aperçu que Libération de la parole, il fallait qu'il y ait... Pardon, une campagne qui disait quoi ? Qu'est-ce qu'elle disait ? Campagne d'affiches, je vais vous envoyer. C'était 6 affiches de 6 hommes qui étaient de dos avec « Si je la force, c'est un viol. Tu ne lui parles pas comme ça. Être un homme, c'est... Être un mâle, c'est... » Je sais plus, je veux vous retrouver. Elles sont là. En tous les cas, c'était des affiches d'hommes. Et ces affiches, dès le premier jour de l'application de ces affiches dans Civil de Seine-Saint-Denis, la parole s'est libérée. Il fallait absolument qu'on suive ces patientes. Et le fait d'avoir organisé ces consultations de psychotrauma, d'avoir mis en lien avec les associations, ça a permis de les suivre. Et ces patientes, là aujourd'hui, on a dans la consultation avec la psychologue du centre de santé, sur une centaine de patientes, elle peut voir des patientes 30 fois dans l'année, ce qui est beaucoup, ou 5 fois dans l'année. C'est-à-dire qu'on arrive à les sortir de ce carcan et à leur redonner goût à la vie et à ce qu'elles redeviennent auteur de leur vie. C'est majeur. Je vous remercie. Juste une question pour compléter, pour bien comprendre. Est-ce que vous aviez travaillé également en amont avec les services de police et de justice ? Parce que vous parlez de plaintes, de dépôt de plaintes. En médecine générale, c'est moins souvent le viol immédiat que nous allons recevoir. C'est rare. Donc moi, c'est surtout des patientes qui traînent derrière elles 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'histoire de viol. Donc, dans certaines situations de violence conjugale et de viol, des certificats ont été réalisés, des accompagnements ont été faits au commissariat. J'ai interpellé à plusieurs reprises la déléguée départementale aux droits des femmes parce que l'accueil était mauvais au commissariat. Aujourd'hui, il y a une travailleuse sociale au commissariat payée par la ville de Romainville. Donc voilà, les choses se sont améliorées, se sont facilitées. On a fait une campagne, des formations pluriprofessionnelles et on s'est dit, il nous faut absolument une psychothérapeute. C'est comme ça qu'on a fait la jonction avec l'Institut de Victimo et ça fonctionne et ça marche. Voilà, donc c'est essentiel. Aujourd'hui, nos besoins, c'est qu'il faut plus de consultations parce qu'il y a de plus en plus de patientes et qu'il faut aussi des consultations pour les enfants. Ça, c'est majeur. Il faut des consultations pour les enfants et on n'a pas de temps et de compétences pour suivre les enfants. Voilà. Donc, je voulais rajouter que il y a énormément d'études internationales qui démontrent l'effet extrêmement positif de la prise en charge des troubles psychotraumatiques. Je vous l'ai dit, c'est des atteintes neurologiques, ça entraîne aussi des atteintes du circuit émotionnel, ça, du coup, est responsable d'énormément de maladies liées au stress. À partir du moment où on traite les troubles psychotraumatiques, qu'on intègre la fameuse mémoire traumatique en mémoire autobiographique, les gens ne revivent plus continuellement
l'horreur, on les protège déjà, ils revivent plus continuellement l'horreur, et du coup ils ont plus le même niveau de souffrance, le même niveau de conduite d'évitement, le même niveau de conduite dissociante avec toutes les conséquences sur la santé que peuvent avoir la prise d'alcool, la prise de drogue et toutes les mises en danger qu'il peut y avoir, et ils vont en fait ne plus avoir aussi toutes les maladies liées au stress. Donc ça a été démontré par une grande enquête qui s'appelle l'enquête d'Illis, que la prise en charge des troubles psychotraumatiques permet d'éviter énormément, quasiment la totalité des conséquences sur la santé des violences sexuelles. Donc voilà. Donc, et nous, on avait fait une première enquête en 2009 qui avait montré que ça aussi, je ne voulais pas donner, mais je vous la transmettrai parce que là, c'était plus sur effectivement l'effet des prises en charge en psychotraumatologie, avec un effet extrêmement positif pour près de 90%, plus de 90% des patientes. On sait aussi que ça permet d'éviter la prise en charge la prise de médicaments, parce que le plus souvent, la mémoire traumatique peut être prise pour des hallucinations, des troubles psychotiques. 16% des victimes de viol peuvent être traitées pour des psychoses qu'elles n'ont pas, particulièrement les plus jeunes, avec des schizophrénies qui n'existent pas, pour des troubles psychiatriques lourds qu'elles n'ont pas. Et aussitôt qu'on les prend en charge, on arrête les neuroleptiques, on les sort de ces diagnostics-là. Quand les enfants ont subi des violences sexuelles, ils peuvent être diagnostiqués aussi avec retard mental. Moi, j'ai plein d'exemples de jeunes qui, une fois qu'ils sont pris en charge, sortent des diagnostics les plus lourds, reprennent des études quand ils vont mieux, et font des études supérieures alors qu'ils étaient en échec scolaire total, complètement déscolarisés et considérés comme des débiles mentaux. Enfin, je veux dire, ça change la donne. Et puis, bien entendu, on évite énormément d'arrêt de travail, d'invalidité. Voilà. Donc, là-dessus, c'est absolument énorme, avec un coût extrêmement faible. Parce que je veux dire, les prises en charge, parce que en fait, le traitement qu'on utilise, vous avez dû en entendre parler, c'est essentiellement les bêta-bloquants, parce que ça diminue le stress, donc ça diminue les allumages de mémoire traumatique. Donc c'est un médicament cardiovasculaire qui diminue la sécrétion d'adrénaline. Sinon, quand les personnes ont une souffrance mentale très importante, on leur donne effectivement des anxiolytiques, mais on n'a besoin d'aucun traitement sinon psychotrope. C'est-à-dire que moi, je distribue pas des psychotropes. Et du coup, on change la donne. Et puis, je pense, au-delà de ça, on sort d'une souffrance extrême, parce que c'est un enfer, les troubles psychotraumatiques. On sort d'une souffrance extrême des victimes et on évite qu'elles soient aussi revictimisées. C'est-à-dire quand on traite les troubles psychotraumatiques, du coup, elles sont plus avec cette mémoire traumatique et ces effets dissociants, et du coup, elles sont plus ciblées aussi par les agresseurs. Voilà, donc il y a aussi tous ces éléments-là. Merci. Oui. Je crois qu'il y avait Madame Tristou-Rinard, vous aviez une question. Madame Battistel. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc d'abord, je vous remercie pour l'exhaustivité de vos témoignages, parce que ça permet de comprendre le fonctionnement. J'ai bien compris l'importance d'accélérer la formation. Existe-t-il, et si cela n'existe pas, avez-vous déjà proposé alors des médecins de mettre en place une formation initiale dès la formation des médecins, mais aussi de l'ensemble des professionnels de santé? Et serait-il utile également de former l'ensemble des personnes qui travaillent avec des enfants, en tout cas les enseignants, les éducateurs, voilà. Et une autre question, ça c'est plus sensible, je dirais, comment vous faites lorsque vous avez un témoignage, donc une dénonciation, où il n'y a pas eu de dénonciation judiciaire pour arriver au judiciaire? Est-ce que vous pouvez accompagner ou est-ce que c'est pas possible? D'accord, merci. Merci. Madame Battistel. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne suis peut-être pas du bon côté, si je ne sais pas. Merci pour vos témoignages. J'ai envie de dire en préambule que les femmes ou les enfants qui vous ont rencontrés ont eu beaucoup de chance par rapport à d'autres. Quand on vous sent passionné et avec cette empreinte forte, mais tous n'ont pas cette chance, malheureusement. Donc vous nous avez, enfin, à votre écoute, on se rend compte que finalement la parole ne vient pas spontanément, qu'il faut la susciter, que pour la susciter bien, il faut y être attentif d'abord et surtout formé, et vous avez appuyé beaucoup là-dessus. Donc la formation initiale dans les facultés, a priori, c'est encore pas franchement ça.
Ça commence. Bon, voilà, parce que c'est quand même là où on va former les jeunes générations de médecins, et on peut quand même s'étonner que ça ne balbutie seulement. Et la formation des médecins qui sont en activité. Moi, je suis très interpellée par cette question de 10 jours qui se sont transformés en 3 et qui, évidemment, les 3 jours vont être sur des problématiques parce que ça ne vient pas spontanément. Tiens, on va aller se former sur la question du... Oui, donc voilà. Bon, alors, je pense que peut-être notre mission, c'est d'essayer de nous mobiliser pour qu'on revienne à minimum 10 jours, mais ça me paraît déjà pas tellement peu. Et puis, vous le disiez, alors, sur la question des gains. Alors, le gain, évidemment, pour la personne qui sort de sa souffrance, ça c'est indéniable. Il y a un gain pour la société tout entière parce que ça entraîne des comportements qui finalement touchent l'ensemble d'une famille, souvent, ou tout un environnement. Et puis, le gain financier pour la société en termes de sécurité sociale. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est, avec tout ça qui paraît évident, pourquoi on ne va pas plus vite? Pourquoi on n'est pas allé plus vite? Et là, je ne critique aucun des gouvernements, mais tous ceux qui ont passé, et y compris celui-ci, pourquoi on ne va pas plus vite vers cette formation initiale et cette sensibilisation des médecins à cette problématique? Parce qu'on y gagne sur tous les plans, alors, déjà pour la personne, ce qui est primordial, mais aussi pour tout le reste de la société. Raconter une anecdote pour détendre l'atmosphère. J'ai écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelle « Enfants violés et violentés, le scandale ignoré ». Et là, j'ai une demi-page dans l'Obs. Je suis très content. Alors on m'envoie l'Obs, et sur la première page, il y a les enfants bourreaux, et il y a 4 pages sur les enfants bourreaux. Il y a une demi-page pour les enfants victimes, et 4 pages pour les enfants bourreaux. Un jour, je suis dans ma voiture. Et j'entends. Procès d'Angers. 30 pédophiles condamnés, c'est après Outreau. Vous vous rappelez le procès d'Angers? C'est Jean Outreau, mais là, c'est bon. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, nous avions été formés, les éducateurs, avant le procès, etc., à l'Institut. Mais c'est pas ça qui est drôle. Je suis dans ma voiture, j'entends ça, je dis c'est bien. Et tout de suite après, France Info. Encore un innocent en prison. Monsieur Untel, maire de telle ville, accusé par son petit-fils de viol, a été libéré. Encore un innocent en danger, etc., etc. Ça me surprend, je me renseigne. C'était parce que le procès avait été cassé, parce qu'il y avait eu un vice de procédure, et ce monsieur a pris beaucoup plus après en appel. Mais regardez, vous voyez, il y a aussi cette peur, évidemment, de dénoncer à tort quelqu'un. Madame la Présidente, puisque moi je parlais que des soins, mais pensez-vous que je sois obligé, moi, comme médecin, de signaler le petit Bobby qui est violé par son grand-père? Est-ce que je suis obligé de le signaler à la justice, d'après vous? Nous avons eu de longs échanges avec à la fois les services de police Oui. et de justice. Je Et suis je pas sais sûr que qu'ils le le- secret professionnel est un élément auquel un grand nombre de professionnels sont attachés aujourd'hui. Et voilà. Mais normalement, effectivement, vous en avez, il me semble, l'obligation à partir du moment où l'individu est mineur, il me Non, semble. madame. Non, madame. Et ça, même la brigade des mineurs, ils me le disent, et moi je travaille avec la brigade des mineurs tous les jours. Et quand je vais en Seine-Saint-Denis, au-dessus de chaque OPJ, officier de police judiciaire, il y a une petite affiche en Seine-Saint-Denis, je l'ai dit 50 fois, ça ne sert à rien, toute fausse déclaration est susceptible d'entraîner une peine de prison et une amende de temps. Vous voyez l'adolescente comme elle est contente quand elle est devant l'OPJ, elle voit le truc. Eh bien non, car dans le code de déontologie, et il faut le changer, il faut faire preuve de prudence et de circonspection. Alors, expliquez-moi la différence. Il y a ici quelqu'un qui est très fort en français. Moi, je suis un fils d'immigré. Prudence et circonspection, je ne vois pas la différence. Mais surtout, le médecin peut s'abstenir de signaler pour des raisons personnelles qu'il apprécie en conscience. C'est marqué dans le code de déontologie. Eh bien, ça doit être retiré. Vous vous rendez compte ? Merci de cette remarque. Effectivement, c'est un point que nous avons constaté à travers un grand nombre de rencontres que nous avons pu faire à la fois avec différents services de police et de justice. Peut-être que d'autres de mes collègues ont des questions. Monsieur Cabaret ?
J'ai une petite question, enfin un petit étonnement. Finalement, vous avez dit il suffirait souvent d'une question, du questionnement du médecin, du thérapeute, enfin C'est le premier pas. et cette question n'est pas posée. Et pourquoi, dans les études de médecine, on n'insère pas un petit panel de questions comme On nous ça, l'apprend pas. qui c'est facile à faire. Enfin, il me semble que c'est pas très compliqué de faire ces choses-là. Et précisément sur les pédiatres, bien sûr, puisque pédiatres et médecins généralistes Mais ils posent pas la question. sont en première position. Médecins scolaires, Ils posent médecine, plus la question. médecine du travail aussi. On a l'obligation en tant qu'employeur, lorsqu'il y a un long arrêt, à remettre la personne à un médecin du travail, parce qu'aujourd'hui, c'est plus tous les ans, c'est tous les 5 ans. La médecine du travail, avant c'était quand même tous les ans, et avant c'est il y a 10 ans, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc ma question. Merci, Monsieur Cabaret. Je vous en prie, Monsieur Lazimi, peut-être, Madame Salmona. Dans la fin de mes cours, je dis toujours, nous n'avons de réponse qu'aux questions que l'on pose, et on ne fait bien que ce que l'on nous a appris. Il faut qu'on leur apprenne. Il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est une première chose. 2, sur le coût réduit des soins, la rentabilité pour la société, elle est majeure. On a tenté depuis 6 ans de convaincre différents ministères. On n'a pas réussi. Parce qu'il y a une vision qui est à court terme en matière de santé, comme à court terme en matière de prévention. Et tant qu'on ne changera pas ça, on n'y arrivera pas. Donc moi j'espère que la vision va être plus à long terme parce que c'est la seule solution si on veut prendre en charge ces victimes. 2, comment ? Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais il faut que ça suive, il faut qu'il y ait un courage politique et il faut qu'on change la politique, mais je crois qu'on a commencé un peu à changer. Donc j'ai bon espoir. Sur la faculté, sur l'ordre des médecins, ils ne peuvent pas intervenir sur le contenu de l'enseignement. C'est pas eux. Ils sont là que pour les règles déontologiques. Oui. Mais sur les règles déontologiques, ils pourraient nous aider, ce qu'ils ne font pas toujours. On a quand même réussi à modifier le signalement et le certificat. Mais ils font peur aux médecins quand ils font des certificats ou des signalements, car ils peuvent porter plainte ensuite contre le médecin s'il a mal rédigé son certificat. Ce qui fait que ça limite la capacité des médecins à faire le certificat. Donc, au lieu de les aider, de les accompagner comme ils pourraient le faire, on pourrait les appeler, leur demander de l'aide, un soutien. Les certificats sont faits et ensuite, le plaignant peut porter plainte contre le médecin. Et ça se retourne contre eux. Et sur l'enseignement, il faut que ce soit l'université. Donc il faut arriver à convaincre les doyens, peut-être les réunir pour leur faire savoir à quel point c'est important. On a failli, on a changé une question de l'internat, ça c'était important. Une question, il faudrait qu'on en change plusieurs et qu'on en crée. Et aussi qu'on arrive à réunir, que vous arriviez à réunir la conférence des doyens pour leur dire qu'est-ce qui se fait, comment on peut le faire. Et est-ce que vous le faites ? Parce qu'on peut mettre 5 plans, si on ne vérifie pas, ça n'est pas forcément fait. Madame Salmona, je vous en prie. Je voulais rebondir un petit peu aussi pour donner un élément d'explication sur cette situation. Les violences sexuelles sont commises essentiellement sur des femmes, des filles. On a déjà évoqué les chiffres, c'est 93 000 viols et tentatives de viol par an pour des femmes, 16 000 pour des hommes. Et si on croise les chiffres avec plusieurs enquêtes, ça fait à peu près 130 000 filles par an qui subissent des viols et des tentatives de viol, et plus de 30 000 garçons. C'est une fille sur 5 qui subit des violences sexuelles. Donc ce sont les femmes qui sont en première ligne, les filles, les femmes, et toutes les personnes qui sont les plus vulnérables. Ça fait partie de la domination. Je veux dire que et ça explique beaucoup pourquoi on en est là. Le déni, la loi du silence, la culture du viol fait que on a fait taire les victimes et que du coup elles n'ont pas été protégées. Dans notre enquête, 83% des victimes de violences sexuelles n'ont jamais été ni protégées ni reconnues. Donc c'est énorme. En plus, avec la dissociation, je vous ai dit, elles ont des amnésies traumatiques qui peuvent durer parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui font partie de la définition du trouble psychotraumatique. Du coup, mais elles vont continuer à être victimes. Donc il y a cet élément-là. Et ce qu'il faut aussi savoir, ça c'est vraiment important de voir que c'est aussi le sexisme, c'est aussi cette domination masculine et ce rapport de force qui ont fait que la très très grande majorité
des agresseurs sont des hommes. Et du coup, la très grande majorité des victimes sont des enfants et des personnes extrêmement vulnérables. Et puis, il faut savoir que le premier facteur de risque donc, de subir des violences tout au long de sa vie, c'est d'en avoir déjà subi dans l'enfance. Quand on travaille avec la VFT sur les violences sexistes et sexuelles au travail, quand ils posent la question, à 100%, elles ont déjà subi des violences dans l'enfance. Elles sont ciblées. C'est-à-dire que, parce qu'elles vont avoir beaucoup moins de capacité à se défendre, parce qu'elles vont avoir des troubles dissociatifs, elles vont être beaucoup plus sidérables, en quelque sorte, avec cette sidération qui va entraîner ces troubles psychotraumatiques. Mais le premier facteur de risque aussi de commettre des violences, et de très loin, c'est d'en avoir déjà subi. Donc ne pas aussi identifier, protéger et traiter les petits garçons essentiellement qui subissent des violences sexuelles et des violences physiques très importantes, c'est du coup se retrouver dans une situation où on va avoir continuellement un cycle infernal de violence. Plus de 70% des auteurs de violences, on retrouve des histoires de violences sexuelles dans l'enfance, plus des niveaux de maltraitance. On a une grande enquête aussi de Fulu qui démontre ce lien, qui est un lien mais énorme. C'est-à-dire que c'est pas un petit lien, un petit odd ratio, c'est 25 fois plus de risques de commettre des violences si on a subi des violences quand on est un garçon dans l'enfance, violences sexuelles et violences maltraitance grave. Et c'est pareil, c'est 24 à 25 fois plus de risques de subir à nouveau des violences si on est une fille. Donc là, sur le plan humain, c'est énorme. Je veux dire, si on veut lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il faut vraiment protéger les enfants. Si on veut protéger les enfants, il faut les identifier. Si on veut les identifier, on ne peut pas attendre qu'ils parlent. Ils ne vont pas parler. C'est essentiellement des personnes qui les connaissent, qui les agressent. Ils sont sous emprise, ils sont sous menace. Ils n'ont pas les mots. Ils vont jamais parler tout seuls ou très peu. C'est moins du quart des enfants qui peuvent vraiment parler. Donc il faut aller les chercher. Donc il faut former tous les professionnels pour rebondir, tous les professionnels qui sont en contact des enfants. Nous, c'est dans le cadre il faut les former à dépister les violences, toutes les violences, parce qu'il y a un continuum de violences. Il faut aussi dépister les châtiments corporels, les violences, voilà, toutes les formes de violence. Et pour répondre à la question sur le fait, effectivement, la prise en charge en psychotraumatologie peut permettre aux victimes de porter plainte, parce que ça peut permettre d'élaborer un récit qui va être entendable. Quand les victimes portent plainte, vous savez qu'elles sont que 9% à porter plainte pour les victimes de viol et de tentatives de viol, 9% seulement. 70% des affaires sont classées. Quand on regarde pourquoi elles sont classées sans suite, le plus souvent, 70% sont classées et ensuite, sur les 30% qui restent, il y en a 15%, il y a la moitié qui sont correctionnalisées et au final, on en a 1% en cour d'assises pour les viols. Quand on regarde les 70% d'affaires qui sont classées sans suite, le plus souvent, le motif de classement sans suite, c'est le fait que le récit de la victime n'est pas utilisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les enfants sont trop petits, ça va être classé sans suite. Si les enfants sont handicapés mental, c'est quasiment systématiquement classé sans suite. Si le récit, ils sont trop traumatisés, s'ils sont trop dissociés, ça va être classé sans suite. S'il y a une prise en charge, il y a beaucoup moins de risques de classement sans suite. Ça, c'est clair. C'est incomparable. Et puis surtout, on va les protéger tout au long des procédures judiciaires. On va monter au créneau pour qu'elles ne soient pas maltraitées. Ça, j'en ai parlé avec Madame la ministre Nicole Belloubet sur la nécessité de protéger les victimes tout au long, parce que c'est retraumatisant, les procédures judiciaires. Ça augmente de façon très significative le risque de suicidaire. On n'est pas là pour torturer les victimes dans le cadre des procédures judiciaires. Enfin, rien ne justifie ça. Donc, toute cette prise en charge, elle est absolument nécessaire. Je veux dire que là, on est à la fois dans le cadre de l'humain et des droits, du respect des droits de la personne à son intégrité physique et à sa santé. Parce que je veux dire, là, on n'est pas dans les clous. Enfin, je veux dire, c'est une perte de chance, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est une perte de chance monumentale. Enfin, c'est tellement inconcevable. Hein, mais merci d'être là pour écouter ça. Merci. Pardon. Madame Scotti. Merci. Rapidement, je tenais moi aussi à souligner la précision et la qualité de votre présentation et de votre engagement que l'on ressent. Je pense que c'est important de le redire et je me joins à ce que disait ma collègue. Oui, ça se sent aussi. Moi, je vous soumettais une réflexion parce que forcément, dans le diagnostic que vous nous présentez, j'imagine mon territoire et dans les solutions que vous proposez, je pense aux moyens. À l'efficacité de ces solutions. Et peut-être faudrait-il rajouter aussi dans les perspectives
des structures associatives qui peuvent bénéficier de moyens actuellement, je parle très simplement de locaux adaptés à, qui elles-mêmes ont déjà fait cette démarche d'aller rencontrer, trouver les quelques psychiatres ou psychologues ou neuropsy en capacité et qu'avant ce que je veux dire, c'est lions le territoire, en plus d'imaginer la création de centres spécialisés. Et je pense que ça peut être aussi les missions de chacun des élus de la République en fonction de leur territoire, que de venir contribuer à ce diagnostic-là, si on veut être efficace et rapide dans la mise en place de solutions. Je vous remercie, Madame Muscotti. Madame Battistel également avait une question. Le propos de ma collègue m'appelle une question à laquelle j'ai oublié de vous poser concernant l'implantation des centres. Est-ce que le lieu est effectivement important, déconnecté, pas déconnecté d'un hôpital, etc. Je voyais que tout à l'heure, les réactions entre vous n'étaient pas unanimes sur cette question-là, mais voilà, c'est une interrogation. Monsieur Lopez, le micro, s'il vous plaît. Dans les centres médico-sociaux, c'est très bien. Pour l'instant, l'Institut de victimologie, je vous rappelle, 13 000 actes de thérapie, une file active de 1000 personnes. J'ai mis les chiffres, je vous les donnerai, 45% de victimes de viol qui viennent quand même chez nous. Pour l'instant, on est tout seul dans le petit coin, serré comme des... Et là, on va intégrer un gros centre de soins qui est dans le 10e arrondissement. Et c'est merveilleux parce qu'il y aura la radio, la gynéco, il y aura tout. Tu connais ça, Gilles. Bien sûr, ça peut être à la rigueur déconnecté d'un hôpital, ou dans un hôpital, c'est pas très important, mais qu'il y ait un plateau technique avec des médecins somaticiens, c'est important. Donc peu importe que ce soit l'hôpital ou un grand centre médico-social, il faut que ce soit une prise en charge globale. Et nous, on forme les médecins, Gilles, on s'est formés tous les deux. Je voulais donc rebondir sur quand même ce qui a été fait avec les différents plans et ce qui est prévu avec le premier plan de lutte contre les... Il a fallu attendre 2017 pour le premier plan de lutte contre les violences, de mobilisation et de violences faites contre les enfants, alors que c'est un problème de santé publique majeur, reconnu depuis de très nombreuses années par l'OMS. Moi, je travaille avec l'OMS, on était vraiment très en retard. Alors déjà, c'est le fait qu'il y ait des référents dans chaque service d'urgence pour les adultes et du coup qui sont prévus aussi pour les enfants. Dans chaque service de pédiatrie, des référents que l'on forme au ministère de la Santé. Donc ça, c'est déjà un élément quand même important. On les forme depuis 2 ans et on les forme tous. Et eux, ils peuvent du coup former aussi à l'intérieur de l'hôpital. C'est des sensibilisations, et ils peuvent créer aussi un réseau. Dans le cadre des centres de soins qu'on a prévus, donc ça fait 1 an qu'on travaille avec la délégation générale de l'offre de soins, avec le cahier des charges qu'on pourra, si vous voulez, avec la délégation, vous présenter. Dans le cadre de ce cahier des charges, on a vraiment bien réfléchi justement pour que surtout il y ait une prise en charge globale. Donc qui est aussi de la médecine somatique, qu'on soit aussi en contact avec des urgences possibles. Donc c'est pour ça qu'au final, on a pensé... Alors, la responsable des hôpitaux psychiatriques a reconnu qu'il fallait surtout pas que ce soit les centres médico-psychologiques, les CMP, les CMPP, que c'était absolument pas adapté. Donc on va créer... en connexion avec un milieu hospitalier, mais ça peut être à l'extérieur de ce milieu-là quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement à l'intérieur du milieu hospitalier, mais du coup créer ces centres avec aussi, pour répondre aussi, avec un lien avec les associations, c'est-à-dire qu'il y aura une présence des associations, il y aura aussi une assistante sociale, il y aura aussi une infirmière qui est prévue, on a un cahier des charges très précis qui peut permettre vraiment une prise en charge globale et un lien, puisque ça on en avait parlé aussi avec Madame Belloubet, avec aussi la police, la gendarmerie, la justice, pour que tout puisse se faire dans des contextes très très sécurisés et pour que aussi la prise en charge en urgence soit, qu'on ne soit pas dans la situation que je vous ai décrite, effarante, où c'est à peu près seulement 10 à 20% des victimes qui reçoivent les soins en urgence nécessaires. Et on sait qu'il ne faut pas que ce soit étiqueté trop spécifiquement psychiatrique et que ce soit ni victime. C'est pour ça qu'on appelait ça des soins en psychotraumatologie. Parce que ce qu'on connaît aussi, c'est que la plupart des femmes qui sont victimes de violences, par exemple les femmes adultes, c'est à l'intérieur du couple, les viols, c'est plus de 30% dans le cadre des violences conjugales. Je veux dire que si elles voient sur un relevé
que la personne est allée en psychiatrie, etc., je veux dire, ça se passe très mal. On en avait réfléchi ensemble. Il ne faut pas que ce soit que ça apparaisse. Et il ne faut pas aussi qu'apparaisse que ce soit un centre de prise en charge de viol. Et c'est pour ça que nous, on a choisi un centre dans le cadre des soins en psychotraumatologie. Mais ça a été repris. Hein, là, je veux dire, là, on a l'assurance que les 10 premiers centres, parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est que c'est 100 centres qui sont prévus. Et que là, il ne s'agit pas, on ne fait pas une étude où on va avoir un retour et réfléchir si on met d'autres centres ensuite. C'est-à-dire qu'on a décidé, avec la DGOS, de déployer 100 centres. On commence par 10, mais on va continuer. Et les 10 sont prévus pour 2018. Donc ça, c'est vraiment énorme. C'est 10 par an ? Alors peut-être, on ne sait pas. Ça, pour l'instant, là, on va se réunir, mais voilà. Donc ça, c'est... J'ai d'autres questions en lien notamment avec les auditions que nous avons pu mener également sur le terrain ces derniers jours. La première, est-ce que vous estimez, comment on a pu visiter par exemple un espace de police où il y avait une salle Mélanie, salle qui permet d'auditionner les enfants dans un cadre... Pardon, je me permets de finir mon propos. Donc, nous avons pu voir une salle de ce type-là, où effectivement, une personne à la brigade des mineurs, notamment d'Argenteuil, remarquable, qui donc était amenée à auditionner des enfants dans le cadre de ces salles Mélanie. Mes questions sont les suivantes, et notamment, j'entends bien tout ce que vous nous dites par rapport à la psychotraumatologie. Soyez assurés de notre soutien quant à votre travail et aux missions que vous réalisez. De mon côté, j'ai quelques questions à vous poser de manière très spécifique sur la prise en charge des victimes. Ces enfants sont auditionnés, donc filmés. Je souhaiterais savoir si vous estimez que notamment les adultes devraient également être filmés au cours de leurs auditions de manière à leur éviter de leur éviter de nouvelles auditions et à répéter ce qu'elles ont subi. Dans ce cadre-là, je souhaiterais que vous nous expliquiez en quoi, sur le plan traumatologique, c'est un problème que les victimes répètent, ce qui se passe lorsqu'une victime répète ce qu'elle a vécu, donc de manière à ce que nous, on puisse comprendre en quoi c'est problématique qu'une victime répète, encore une fois, ce qu'elle a vécu. Autre question, est-ce que c'est pour vous indispensable ou non qu'un enfant, lorsqu'il subit, pardon, le terme n'est pas le bon, lorsqu'un enfant doit, qu'on réalise un examen gynécologique sur un enfant, est-ce que vous estimez que celui-ci doit être accompagné de ses parents lorsqu'évidemment ils ne sont pas partie prenante dans ce qui est arrivé à l'enfant ou non? Est-ce que ça doit être systématisé ou non? Est-ce que vous estimez également que les parents doivent, lorsqu'évidemment ils ne sont pas partie prenante, encore une fois, dans ce qui est arrivé à l'enfant, pouvoir avoir accès à la vidéo ou, le cas échéant, systématiquement au procès verbal, de manière à ce qu'ensuite il puisse accompagner son enfant dans ce qui lui est arrivé, parce que j'imagine que si les parents, un tout petit enfant, ils n'ont pas connaissance précisément de ce qu'il a dit aux policiers, si ensuite ils sont confrontés à la maison à des propos, j'imagine que c'est difficile pour eux de les accompagner. Donc je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Et enfin, dernière question, toujours sur ce point par rapport à la justice et à la police. Nous avons notamment rencontré les personnes qui sont en charge du 2e district à Paris, qui est un district qui me semble, vous nous direz votre avis, mais qui me semble être un lieu où on prend quand même convenablement les femmes et les personnes victimes de violences conjugales et de violences sexuelles. Une psychologue voit effectivement les personnes, et on a pu constater dans d'autres services de police que c'était maintenant relativement, alors évidemment en fonction des lieux, on voit bien que dans les zones rurales c'est beaucoup plus difficile, mais dans les zones urbaines c'est quand même relativement systématiquement mis en place, de manière à expliquer à la victime l'audition et le déroulement de l'audition, pour lui expliquer qu'effectivement c'était donc une audition à charge et à décharge, et qui n'était pas dirigée contre elle,
spécifiquement contre elle, mais qu'il s'agissait bien d'une procédure à charge et à décharge. Voilà, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus par rapport aux conséquences sur les victimes. Beaucoup de questions, je suis désolée. Oui, je vais essayer. Je vais répondre pour les enfants parce que c'est fondamental. Car vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, la police nationale, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ont adopté un nouveau protocole d'audition de l'enfant qui s'appelle le protocole du NICHT. Êtes-vous au courant? C'est-à-dire le National Institute for Children's Health and Development, excusez-moi. Dans quel pays, pardon? En France. Car nous avons organisé plusieurs colloques à Paris 5. On a fait venir la grande prêtresse qui s'appelle Mireille Cyr, qui est une Canadienne. Cette méthode a été évaluée par la recherche scientifique et elle est adoptée. Donc c'est pour ça que je vous dis la procédure Mélanie n'existe plus puisque c'est devenu le protocole du NICHT. Le malheur, c'est que les formations de policiers qui ont commencé sur ce protocole du NICHT, en ce moment, il y a tellement de burn-out chez les policiers qui sont sur les trottoirs, etc., les pauvres, on les comprend, donc il faudrait que vous favorisiez l'accès des policiers des brigades des mineurs à ces formations qui maintenant existent et qui sont validées par le ministère. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous disais stop, si vous ne voulez pas vous couper la parole. Mais voilà, ça, à mon avis, c'est réglé. C'est réglé. Les examens d'hymen, j'en ai fait des milliers. Parce que quand j'ai commencé à l'Hôtel-Dieu il y a 30 ans, j'étais psychiatre et quelques copains qui m'ont dit viens à l'Hôtel-Dieu, c'est comme ça que j'ai appris la psychotraumatologie. Je me demandais pourquoi j'y allais et j'étais obligé d'examiner des viols. Chez les petits-enfants, ça ne pose pas le moindre problème. Parents ou pas parents, hommes ou femmes, aucun problème. Pour les femmes, il y a eu des grandes discussions au départ. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas une femme ou toujours une infirmière parce que ça serait un second viol? Eh bien, dans mon expérience, mais il n'y a pas de recherche, un homme qui s'y prend bien, qui est gentil, qui explique le pourquoi du comment, etc., c'est plutôt bien parce que ça peut la réconcilier un petit peu avec les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'évitement, ça... Mais enfin, il faut qu'il soit bien formé. Alors pour le reste, écoutez, je vous laisse répondre parce que je ne veux pas emboliser toute la parole. Docteur Salmona, je vous en prie. Oui, alors ça, c'est des éléments aussi que j'ai présentés dans le cadre des mesures que j'ai remises à Marlène Schiappa. En tout cas, il est absolument nécessaire de sécuriser les auditions et toutes les procédures judiciaires, à commencer effectivement par les auditions. Et nous, ce qu'on demande effectivement, c'est que pour les victimes adultes, il y ait effectivement un enregistrement, qu'elle n'ait pas à répéter. Pour répondre à votre question, le fait de répéter ce qui s'est passé va générer des allumages de mémoire traumatique et peut recréer un trauma, particulièrement si c'est pas du tout dans... Enfin, nous, quand on travaille la mémoire traumatique, on sécurise complètement les choses et on fait très attention, tandis que là, ça peut partir. Et le problème, c'est que si la victime, elle s'allume en termes de mémoire traumatique de façon très intense, elle va immédiatement se dissocier. Elle va se déconnecter, donc elle va avoir l'air de ne plus être là. Je ne sais pas si vous avez vu le film Police, où on voit une jeune fille de 13 ans qui a été victime de viol en réunion, qui a l'air complètement à côté de la plaque, qui a l'air de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc on trouve qu'elle est débile, quoi. Elle ne se rend même pas compte que c'est grave ce qui s'est passé et qu'elle n'aurait pas dû accepter ça. Elle est totalement dissociée. Donc une victime dissociée, on va avoir l'impression qu'il n'y a pas d'impact, alors qu'il y a un impact extrêmement important. Donc il faut de toute façon qu'il y ait une évaluation, il faudrait qu'il y ait une évaluation psy. Je veux dire que l'impact est tellement lourd, tellement grave, qu'il faudrait que, exactement comme quand les personnes sont hospitalisées, on ne va pas les auditionner à n'importe quel moment. Il faut que ce soit dans des conditions sécurisées, avec une personne de confiance qui accompagne les victimes, qu'elles soient enfants ou adultes. C'est vraiment absolument nécessaire. Pour les enfants, c'est nécessaire d'avoir des personnes effectivement de confiance avec eux. Les enfants sont extrêmement dissociables, donc ils peuvent se dissocier immédiatement et on peut avoir l'impression qu'ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que là, par exemple, on a travaillé avec Ernestine René sur l'hospitalisation systématique des enfants qui ont assisté à un féminicide, qui ont assisté à la mort, à l'assassinat de leur mère. Je veux dire que quand on a bien fait, parce que je veux dire, quand ils sont hospitalisés, je veux dire, les enfants qui venaient d'assister, ils avaient l'air d'être complètement... ils jouaient. Ils étaient complètement out. Mais ça veut dire qu'ils sont en état de choc traumatique dépassé.
Donc il faut être très très prudent. Il faut aussi faire attention de façon très importante aux confrontations, parce que ça vous en avez pas parlé, mais du coup j'en profite. C'est-à-dire qu'une confrontation, être de nouveau confronté à l'agresseur, génère aussi une situation traumatique très importante, avec possiblement une dissociation à la clé. Et il y a de nombreux pays qui n'envisagent pas une seconde qu'on puisse confronter une victime avec un agresseur, avec son agresseur, et qui organisent le tout en termes de vidéo. Donc, et ça, quand on parle avec les professionnels, que ce soit les gendarmes, les policiers, ils se rendent bien compte que c'est extrêmement violent. Déjà, ils sécurisent comme ils peuvent ces confrontations. Et donc ça, il faudrait vraiment faire très attention tout au long, même pendant les cours d'assises aussi. Il y a plein de pays aussi qui séparent. Voilà. Donc d'assurer absolument cette protection et d'avoir aussi, parce que quand on forme les magistrats, je forme donc les magistrats, c'est vrai que leur expliquer comment fonctionne la mémoire traumatique et comment fonctionne la dissociation, du coup, ils se rendent compte aussi que souvent, ils ont pu être totalement, sans le vouloir, maltraitants, parce que je veux dire, ils se rendent même pas compte que la personne est dissociée en face et qu'en fait, elle est extrêmement traumatisée. Et qu'au final, moi, les seules victimes, je prends en charge énormément de victimes de viol depuis plus de 20 ans. Les seuls qui ont fait des tentatives de suicide pendant la prise en charge, normalement, une prise en charge, on évite toute tentative de suicide, ça s'arrête. Les seuls qui ont fait des tentatives de suicide, dont certaines très graves, ce sont celles qui sont en procédure judiciaire. C'est pas possible. Popo, une question très technique. Est-ce que donc j'imagine que dans ce cadre-là, la possibilité, l'hypothèse que l'on supprime, qu'on nous en a parlé, les box dans l'enceinte des tribunaux pour séparer les victimes des agresseurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cela est peut-être traumatique ou dommageable sur le plan psychique pour les victimes ? Oui, là on peut se retrouver en situation effectivement de proximité, possiblement, en situation de contexte direct. Pour vous donner juste un exemple là qui a été récent, puis il va de nouveau y avoir le procès en appel du violeur en série, dit l'électricien, qui a fait au moins 70 victimes enfants de viol, et on pense 200, enfin ceux qui ont fait l'enquête 200. Je veux dire, moi j'étais présente lors de la cour d'assises quand il est arrivé. Il a repéré immédiatement les 13 victimes de viol et il les a regardées d'une telle façon que je tenais la main de ma patiente. Elle est devenue extrêmement froide. Elle était dans un état de stress extrême. C'est-à-dire qu'il faut les protéger du regard, il faut les protéger. Il faut pas qu'elles soient en contact direct, sinon elles sont retraumatisées. Et du coup, en plus, c'est très efficace pour l'agresseur parce que s'il fait ça, c'est-à-dire que la victime, elle est retraumatisée. Quand elle va passer à la barre, elle va être complètement déconnectée. Et elle va perdre pied, quoi. Elle va perdre ses capacités. Donc il faut les protéger absolument. Et puis il y a les menaces, parce que ça c'est vraiment fréquent. Par exemple, les viols en réunion, c'est effarant, où il y a des menaces de mort. J'ai une patiente, on lui a lancé une chaussure pendant la procédure, pendant la cour d'assises. Enfin, je veux dire, il faut vraiment penser au danger que courent les victimes. Et puis la pratique des avocats aussi. Ce que j'allais dire, vous savez que M. Dupond-Moretti, que j'adore, a interrogé pendant 6 heures un enfant de 7 ans à Saint-Omer. Il a interrogé pendant 6 heures un enfant de 7 ans. Et il a trouvé qu'il n'était pas cohérent. Et c'est ce qui a changé le procès d'Outreau. Où tous les enfants ont été reconnus victimes, entre parenthèses. Tous, 12 sur 12. Donc vous voyez, c'est pas possible. Un type comme Dupond-Moretti, moi je suis expert, il me fait pas peur. Ça fait 30 ans que je suis expert à la cour d'assises. Mais imaginez un gamin, imaginez le petit Delay qui a subi des horreurs avec cet ours qui lui crie dessus et le président qui dit rien du tout. Vous imaginez ce que c'est ? Alors là, effectivement, Bon, c'est vrai que ça, la protection. Non, mais c'est ça. De multiples questions à vous poser, évidemment, il va falloir que nous nous arrêtions à un moment donné. J'ai deux dernières questions qui sont évidemment essentielles. La première concerne le moment où le viol se réalise. Vous le savez, le sujet aujourd'hui en matière de viol, notamment, c'est la question du consentement. Avec notamment la manifestation la non-manifestation
d'un non-consentement de la part des victimes. Est-ce que vous pourriez précisément nous expliquer ce qui se passe lorsqu'une victime est potentiellement est victime de violences sexuelles et notamment de viols, pour que l'on comprenne aussi pourquoi ce fameux non-consentement peut s'exprimer une fois pour toutes, même si je sais que le sujet avait été déjà abordé dans les années, en 1980. Voilà. En fait, au moment du viol, donc le viol, c'est un acte criminel avec une volonté qui n'a rien de sexuel, qui a une volonté de détruire la victime. La victime se retrouve dans un état effectivement de réponse émotionnelle très importante par rapport au danger qu'elle court, et puis surtout avec un état de ce qu'on appelle de sidération psychologique qui est lié au non-sens absolu, au basculement que représente ce passage à l'acte, au fait qu'elle est extrêmement menacée. Enfin, souvent les victimes décrivent le regard de tueur de l'agresseur, et elles vont se retrouver, et ça se voit sur les IRM, dans un état de paralysie psychique totale, parce que je veux dire, humainement parlant, tout est dépassé en quelque sorte, c'est comme une sorte de non-sens total, d'incohérence totale et de terreur totale, et elles vont se retrouver, le fait qu'elles se retrouvent paralysées psychologiquement et paralysées physiquement, va faire qu'elles vont pas pouvoir s'opposer, qu'elles vont pas pouvoir crier, qu'elles vont pas pouvoir fuir ce qu'on leur demande, mais parce que ça c'est logique, et que dans l'ensemble c'est plus de 70% des victimes adultes qui ont cet effet de sidération totale, et c'est quasiment 100% des enfants qui sont d'autant plus sidérés que ça a aucun sens pour eux et que c'est totalement terrorisant. Et le fait qu'il y ait cette sidération, ça empêche de contrôler la réponse émotionnelle, qui du coup va monter comme un tsunami en fait émotionnel, avec des productions d'hormones de stress, adrénaline et cortisol tellement élevées que ça peut provoquer une mort par arrêt cardiaque, ça c'est très bien décrit, et ça entraîne des atteintes neurologiques très importantes, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 30% de certaines structures du cerveau, comme l'hippocampe, qui peuvent être détruites à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a un mécanisme de sauvegarde exceptionnelle qui se met en marche dans le cerveau, qui n'est pas lié à la victime, c'est pas elle qui le met en marche, ça se met en marche dans son cerveau, qui va faire disjoncter le circuit émotionnel pour en fait empêcher la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, et qui va isoler la petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui produit ça. Et cette disjonction va entraîner ce qu'on appelle la dissociation traumatique, c'est-à-dire que d'un seul coup, les victimes vont être complètement anesthésiées, déconnectées, dépersonnalisées, et vont être un peu comme sur mode automatique. Et du coup, ça va aussi permettre cette dissociation va faire que la victime va être immédiatement, en quelque sorte, sous emprise de l'agresseur, qui peut faire ce qu'il veut d'elle. C'est-à-dire qu'elles sont déconnectées. Elles sont dissociées, et tant que la victime va être confrontée à l'agresseur, elle va rester dissociée. Ce qui fait qu'une victime, quand elle est agressée, violée par quelqu'un de proche, qu'elle va voir continuellement, elle va rester continuellement dissociée quand elle est dans cet état de survie. Et au moment de la dissociation, ce qui se crée aussi, c'est donc la fameuse mémoire traumatique, c'est-à-dire que le circuit de la mémoire est aussi interrompu, et du coup la mémoire de ce qui est en train de se produire à partir du moment où ça a disjoncté ne va pas être intégrée en mémoire autobiographique, va rester telle qu'elle, et va réenvahir la victime ensuite à revivre les mêmes choses. Donc en fait, je veux dire, le fait de comprendre les phénomènes de sidération et de dissociation, ça permet de répondre à toutes ces questions sur la question du consentement. Je veux dire que quand on est sidéré, je veux dire, on ne peut pas s'opposer de façon claire, et l'agresseur le sait, puisque lui, il va tout faire pour sidérer la victime. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour vraiment la surprendre, pour la terroriser de différentes façons, et la faire basculer. Et puis, ça explique aussi, parce qu'on demande souvent des comptes aux victimes, c'est-à-dire pourquoi vous êtes resté si longtemps. Pourquoi, alors que vous étiez violée dans le cadre de votre couple, vous êtes resté 10 ans, 20 ans, parce qu'elles étaient sous emprise. On m'a posé la question aussi sur BFM TV, pourquoi les 13 enfants étaient restés, je dirais, ils étaient dans un état de traumatique dépassé, ils étaient en mode automatique, et quand on est en mode automatique, quand on est dissocié, on n'a plus la capacité de se défendre. Bien entendu, les enfants vont disjoncter, vont se dissocier extrêmement facilement. Et ça, là, c'est vraiment, ça c'était un bug de notre loi, qui n'est pas d'âge de consentement légal, en dessous duquel il y a une présomption irréfragable de non-consentement. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas consentir à quelque chose qu'il ne connaît pas, et qui va en plus être extrêmement impactant sur sa santé.
Oui. C'est que effectivement, le lapin peut être le lapin. C'est pas un lapsus. La victime peut être comme le lapin dans les phares de l'automobile, on l'écrase. On dit qu'un imbécile, il avait le temps de partir, car effectivement, il se passe tout ça. Mais dans très 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 fréquemment, les viols sur les enfants, ça se passe pas dans la dissociation et dans la terreur. Ça se passe dans la manipulation affective. À tel point que M. Cyrulnik a parlé pendant un temps d'inceste amoureux. L'inceste amoureux. Parce que quand vous êtes sous emprise, quand vous êtes un petit enfant face à une figure parentale, vous avez entière confiance, qui vous embobine, qui vous a des stratégies absolument extraordinaires, eh bien vous avez des relations sexuelles avec lui, etc. Moi, je sais très bien. Parce que moi, j'étais pensionnaire dans une école et tous les gamins de la classe ont été violés par un curé, moi y compris. Enfin, ce n'était pas des viols, c'était des agressions sexuelles. Quand on rentrait à confesse, si on ne savait pas ce que ça veut dire se masturber, eh bien on savait en sortant. Ça ne m'a pas dissocié du tout. Pas du tout. Et j'en ai aucune conséquence. Et j'ai interrogé mes anciens copains, du coup, parce que je n'ai pas eu non plus une amnésie traumatique. Je l'ai toujours su, mais c'était pas grave. Pourquoi c'était pas grave? Parce qu'on le savait tous, on faisait bloc. On faisait bloc contre ce curé. Mais je peux vous dire, même le chef de service de médecine légale, qui était dans la même école que moi, je connais depuis 60 ans, il est passé entre les mains de ce curé. Donc c'est pas toujours ces phénomènes-là. Parfois, c'est des manipulations. C'est des stratégies d'agresseurs. Il n'y a pas que cette histoire de dissociation traumatique qui nous joue des tours énormes, parce que nous, maintenant, on voit arriver au centre des gens qui regardent sur Internet. Alors, je vois des psychotiques, des vrais psychotiques, qui arrêtent leurs médicaments parce qu'ils ont vu sur Internet qu'on pouvait ne plus se souvenir des viols. J'en ai vu aussi, j'en vois, ils arrivent, alors ils vont pas bien, figurez-vous. Alors, ils vont pas bien parce qu'à l'école, ils sont timides, je sais pas quoi, etc. Ils viennent au centre, ils disent, voilà, j'ai été violé quand j'étais petit. Bon, vous avez été violé quand vous étiez petit, vous pouvez... Oui, mais je m'en souviens pas. Ah bon, vous n'en souvenez pas? Mais non, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que l'amygdale, eh bien, ça pouvait envoyer plein d'adrénaline, plein de cortisol, et que ça faisait dangereux. Et j'ai même un mail là récemment, je peux vous le montrer parce que je l'ai reçu ce matin, une dame qui me dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on pouvait faire des scanners, j'ai été violée quand j'étais petite, ça m'est revenu tout d'un coup, je suis pas très sûre, et je veux un scanner pour prouver à ma famille que j'ai bien été violée. Vous voyez? Il n'y a pas que cette histoire de dissociation traumatique. Il y a beaucoup d'autres phénomènes, et c'est pour ça qu'il faut être formé. Bien entendu, il faut connaître ça, mais il y a d'autres mécanismes. Et donc, pour soigner les gens, parce qu'on est venu ici pour dire qu'il fallait soigner les gens, il faut des gens formés. Alors, c'est vrai que c'est dommage aussi, parce que regardez, vous filmez un gamin. Je l'ai vu, et je me suis fait avoir par un ami avocat. C'est un très bon avocat. Alors, je suis à la cour d'assises, et il y a une gamine, elle a 16 ans par là. Elle monte chez un monsieur à la porte de Clignancourt, elle sort de chez le monsieur, elle va porter plainte tout de suite pour viol. Donc, elle se retrouve à la brigade des mineurs. Et on la filme. Je la vois, non, oui, une psychologue la voit en expertise, l'expertise à charge, bon, parce qu'elle a des troubles psychotraumatiques, ce qu'on veut, machin, bon. Moi, je ne suis pas au courant qu'elle l'a vu. L'avocat n'est pas content, il demande une contre-expertise. Ça me tombe dessus. À la cour d'assises, j'ai vu qu'on avait dit la même chose. C'est un copain, l'avocat. Ah, je lui ai dit, lève, t'es mal barré, là. D'habitude, il me pose des questions, pas de questions. Je le vois 4 jours après, je lui dis, alors, il a pris combien pour me relaxer? Je dis, quoi? Avec nos expertises relaxées, comment c'est possible? Ah, il dit, tu me connais, hein? Alors, il est charmant, hein? On l'appelle le pompier du TGI de Paris. Tous les magistrats qui ont des ennuis, c'est lui qui prennent comme avocat. Il est excellent. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas posé de questions. Et il a dit, écoutez, moi, il m'a expliqué, hein, j'étais pas là. Mon client dit que c'est une petite prostituée qu'elle n'a pas payée, c'est pour ça qu'elle porte... Hein? Bon, moi, j'en sais rien. Bon. Monsieur le Président, pourriez-vous montrer les images enregistrées de la gamine quand on l'a interviewée à la brigade des mineurs? Ah, docteur, on les a pas. Ben, suspension de séance. Et on montre, donc, moi, j'étais plus là, l'expert ne reste pas. Et on voit une gamine qui a été bien préparée à la brigade des mineurs, qui est bien dissociée. Donc, vous voyez, on s'attend à ce qu'une victime de viol, elle aille très mal, hein, elle soit... Là, pas du tout, elle est
tranquille, comme ça elle répond de façon un peu automatique. Et au bout de 10 minutes, il dit stop, messieurs et mesdames les jurés, regardez ces images et vous déciderez en conscience, relaxez. Vous voyez, c'est une formation aussi des policiers, parce que quand un gamin se dissocie et qu'on le filme, ben, il faudrait dire voilà une preuve qu'il a bien subi quelque chose. Vous comprenez? Plutôt que ça serve à rebours. Donc, il faut de la formation, voilà, c'est tout. Hein. Et des soins. Madame Salmona, je vous en prie. Oui, donc je voulais redire que quel que soit l'âge de l'enfant, quelle que soit la stratégie de l'agresseur pour l'approcher, le passage à l'acte est extrêmement traumatisant. Il est traumatisant tout simplement parce qu'il y a intention de lui nuire. Et que ça, l'enfant, même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il a une amygdale cérébrale qui est une structure archaïque qui s'allume, mais de façon phénoménale, parce que là, il se passe quelque chose d'anormal. Quand il sait que c'est anormal. Non, justement. C'est-à-dire qu'un bébé que l'on agresse, il est traumatisé, même s'il ne comprend rien à ce qui s'est passé, parce qu'il a une structure qui en fait, va répondre au danger extrême qu'il a subi, même s'il ne comprend pas. Vous savez, cette structure, elle s'allume avant même qu'on ait compris ce qui nous est arrivé. S'il y a une situation... Aucune preuve. Bon, bien sûr que si. Bon, en tout cas, et puis juste pour dire que les amnésies traumatiques dissociatives font partie de la définition de l'état de stress post-traumatique. Il y a 40% environ dans toutes les études d'amnésie traumatique. Donc ça, c'est un phénomène absolument connu. Et surtout, justement, par rapport à cette fameuse amygdale cérébrale, ça veut dire que même en situation, longtemps, on a cru que les enfants, puisqu'ils ne se rappelleraient pas, puisqu'ils ne comprenaient pas, ils n'étaient pas traumatisés. On sait que maintenant, plus les enfants sont jeunes, plus ils sont petits, plus le traumatisme est gravissime et plus les conséquences à long terme sont très importantes. Il y a une étude prospective de Felitti et Anda qui est énorme sur 17 000 personnes qui montre les conséquences à très long terme de toutes les violences. Et plus les violences ont eu lieu tôt, plus elles ont eu lieu dans un cadre en plus familial, plus les traumatismes sont lourds et importants. D'où la nécessité de protéger et de comprendre effectivement tous ces mécanismes. En tout cas, il faut soigner. Bah écoutez, merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre à l'ensemble de nos questions. Merci chers collègues pour l'ensemble, enfin pour votre présence. J'excuse Madame Oconi qui avait un souci de dernière minute, mais qui est très à l'écoute avec moi de l'ensemble des sujets psychotraumatiques. Je vous remercie.